Nous accueillons Pierre-Louis Rivière ce soir pour sa pratique de l'écriture, d'une certaine écriture et pour toute une histoire et toute une mémoire en fait qu'il consigne. Je vais passer la parole à Emmanuel Genvrin, qui est là ce soir, qui a beaucoup travaillé avec Pierre-Louis dans le champ artistique du théâtre et que j'ai connu il y a très très longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du théâtre Vollard. Théâtre Vollard, voilà. Donc, théâtre quoi? Voleur. Théâtre voleur. Voilà. Donc, en tout cas de celui qui, dans les débuts 80, je ne sais plus, voilà, qui a participé en tout cas au développement d'une forme de théâtre à La Réunion, puisqu'il y avait bien sûr d'autres formes de théâtre plus ancestrales qui existaient, notamment chez les Malbars. Voilà. Je passe la parole à Emmanuel Genvrin. Oui, il nous reste une photo de Colette en train de faire des masques pour le théâtre Vollard pendant la préhistoire du théâtre. Et donc, je vais dire deux mots sur Pierre-Louis, de ce que j'en sais, que c'est un être secret. Et donc, je crois qu'il a fait des études au séminaire de Sillaos, après quoi il est allé, je crois, faire des études à Tananarive. Ensuite, il est parti faire les Beaux-Arts à Paris. Ensuite, et à Paris, il a commencé à faire un peu de théâtre, donc il a été acteur. Et donc, il est revenu à l'île de la Réunion en 1981. Et là, il a intégré le théâtre Vollard, pour lequel il a été à la fois comédien et musicien, puisque Pierre-Louis joue du saxophone, entre autres. Et donc, il a commencé à... Ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec l'écriture. Donc, il a commencé à écrire des pièces de théâtre pour jeunes publics. Et puis, on se fait souvent dans le métier, on se fait la main là, avec ce genre de pièces qui fait 20 minutes, une demi-heure. Et après, on se lance dans des pièces de théâtre pour grand public. Donc, c'est ce qu'a fait Pierre-Louis avec trois pièces de théâtre. La première, ça a été Garçon, sur une histoire de cow-boy au Grand Marché. Ensuite, il a fait Carrousel, donc, pour lequel on a construit d'ailleurs un beau carrousel. C'était sur des histoires un peu de famille dans les milieux des manèges à l'île de la Réunion. Il a fini avec la pièce Émeute, c'était sa troisième pièce, Émeute, sur l'histoire d'une famille au dernier étage d'un immeuble du Chaudron. Et il a voulu se consacrer à l'écriture en 1997, je crois, où il a abandonné. Il est revenu plus tard au théâtre pour jouer dans la pièce Quartier français, où il tenait le rôle de son grand-père d'ailleurs. Et donc il a commencé. Il voulait devenir romancier, ce qu'il est devenu, avec trois romans, donc ils sont là. Et donc, ce qui est intéressant parce qu'il y a une continuité dans son écriture, c'est qu'il a traficoté entre le créole et puis la langue française. Il a considéré sa langue à lui d'écriture de roman, mais c'est pareil pour le théâtre. C'est une sorte de français désarticulé, cassé, explosé. Par le fait créole. Donc ça tombe bien avec le thème de ce soir, qui est celui du baroque. Donc bon, voilà, ça fait longtemps qu'il pratique ce genre littéraire. Bon, ça te plaît ce que j'ai dit? Merci, c'est très bien. Ça, il y a un petit préambule. Ah oui, il y a un micro, c'est chiant. Bon, enfin, je suis obligé parce qu'il n'y a pas de pied. Bonsoir à tous, merci d'être venus. J'ai plein de camarades qui voulaient venir. Il y en a qui ont fait l'effort quand même. Mais il y en a d'autres qui travaillent parce que c'est un peu tôt. Pour vous permettre de partir à bonne heure, on est obligé de faire tôt. Et il y a plein d'amis qui ne peuvent pas venir parce qu'ils travaillent. Voilà. Donc merci. Moi, je vais essayer d'être bref, direct, sans détour.
J'irai droit au but, quoi. Vraiment impeccable, quoi. Hein. Bon. Lorsque je m'envole pour Salvador en janvier 2013... Lorsque je m'envole pour Salvador en janvier 2013, je ne sais rien de la forme que prendra mon roman. J'avais fait 2 voyages dans l'ancienne capitale du Brésil. J'accompagnais chaque fois un groupe d'étudiants dans le cadre des échanges de l'école ici avec la Escola de Bellas Artes de Salvador, qui était jumelée avec nous. Et j'ai retrouvé le photographe Edgar Oliva, qui est venu ici donner quelques workshops, avec qui on a fait une exposition et qui m'a logé quand je suis allé en résidence là-bas. Donc il était venu travailler ici, certains s'en souviennent, hein, Stéphanie par exemple. Moi j'étais invité à Salvador à l'école des Beaux-Arts là-bas pour faire 2 workshops avec les étudiants et puis travailler avec nos étudiants. On restait à peu près un mois puis on faisait une exposition, c'était très bien. Mais cette fois-ci, je pars pour écrire. Je n'ai qu'une vague idée en tête. Mon idée est qu'en m'astreignant à écrire une nouvelle dans chaque pays créole que je visiterai, la Réunion, point de départ, Madagascar, l'Afrique du Sud, le Brésil, les Antilles, le Cap-Vert, donc des pays créoles, quelque chose se dessinerait. Je croyais fermement qu'à mesure de l'écriture, les résonances apparaîtraient et que le roman serait constitué des ressemblances entre nos vies d'ici et celles de là-bas, nos manières d'ici et celles de là-bas. Dès mon arrivée... bientôt je vais avoir envie de boire. Dès mon arrivée, j'ai allumé la télé. C'est anecdotique, mais... J'avais entendu parler de ces fameuses telenovelas dont les Brésiliens sont si friands, dont je connais le goût prononcé dans nos pays créoles, dans les pays créoles que j'ai visités. Tiens, telenovelas, vous connaissez les telenovelas, hein? Telenovelas, vous voyez ce que ça veut dire, telenovelas, hein? A novela, c'est un feuilleton ou un roman. Donc telenovelas, en fait, ce sont des romances télévisées, quoi, qui ont beaucoup de succès. Alors, je vais appuyer sur le petit bouton. Il ne veut pas. C'est dans l'autre sens. Ça s'appelle la chasse. Donc, quand j'arrive à Salvador, la telenovelas qui va durer 9 mois, hein, qui est à la mode, c'est Salve Jorge. C'est une grande saga qui va durer. C'est la telenovelas des Oito. Parce qu'il y a à la télé Rede Globo au Brésil, il y a 3 grands moments de telenovelas dans la soirée. Tous les soirs, il y a la telenovelas des Sage, la telenovelas des Sage et la telenovela des Oito, à 6h, à 7h et à 8h. Enfin, ça passe, c'est à 8h, mais ça passe vraiment à 9h. Et à 9h, c'est la grande telenovelas vraiment qui dure longtemps avec voilà. Ah oui, là, vous êtes en train de vous poser la question, que je m'égare, n'est-ce pas? Je devais parler de Ligne Paradis, mon dernier roman. Et là, je digresse, je bifurque vers Todo Mundo, mon roman brésilien. Bon, ok, j'essaye de revenir à la page. Vous savez ce que c'est que le mélodrame? Tout le monde sait ce que c'est que le mélodrame, hein, n'est-ce pas? Je vois quelqu'un qui fait comme ça. Les autres, oui? Vous ne savez pas ce que c'est que le mélodrame? Si, le mélodrame, vous connaissez. Vous connaissez Victor Hugo, vous connaissez Dickens, hein, Les Misérables, Les Grandes Espérances, David Copperfield, tout ça là. Enfin, tout ça, c'est du mélodrame. Hein, c'est les grands génies du mélodrame du 19e siècle. L'histoire littéraire n'en manque pas de mélodrame, qui raconte des histoires de familles, de veuves, d'orphelins, d'enfants perdus, de 1000 péripéties de leur vie et de la recherche de leurs parents. En fait, c'est à la recherche, toujours dans le mélodrame, de l'origine,
de leur origine. Les telenovelas ne parlent que de ça, de l'origine incertaine des personnages. Mon hypothèse était donc que le goût prononcé de nos sociétés créoles pour ce genre de feuilleton était lié à notre constitution même, modelée par l'histoire, l'incertitude fondamentale à propos de notre origine. C'est une hypothèse. Notre histoire est ainsi, nous venons de toutes parts, ou de mille parts, comme disait l'écrivain Alain Lorraine. Et la formation de nos sociétés fait de nous des êtres mélangés et multiples. Ah oui, un jour, une jeune fille, une jeune femme, parce qu'elle avait déjà fait de brillantes études en France, s'est lancée dans la recherche de ses origines africaines. Elle était armée, elle était diplômée, etc. Elle explore toutes les pistes généalogiques, voyage, consulte de nombreux documents, de multiples archives, sans jamais aboutir à retrouver sa parenté africaine. Mais elle est persévérante et têtue. Elle finit par découvrir que ses ancêtres venaient de l'Inde. Voilà, donc elle pensait totalement qu'elle était africaine. L'Afrique, tout ça. Et en fait, tous ses ancêtres venaient de l'Inde. Donc déjà... Mais je m'éloigne de nouveau de mon roman. Je pourrais vous parler des heures de notre proximité avec le Brésil, de notre familiarité avec ce grand pays créole. Mais d'accord, j'arrête. Enfin, j'aimerais parce que... non, il y a que Stéphanie qui est là. Reynald, il n'est pas venu. Parce que Reynald nous avait fait un voyage d'abord aussi, le premier voyage à Salvador. Il a exposé là-bas, oui. Et donc, tant pis, j'en parlerai une autre fois plus tard. Dans Todo Mundo, j'ai commencé à jouer avec les codes du mélodrame contemporain. La télé brésilienne, la grande télé brésilienne, le Rede Globo, les règles dans des feuilletons sont absolument immuable. Il y a toujours amour, trahison, recherche de paternité, avec dans les épisodes modernes, évidemment, le test ADN. Dans tous les feuilletons, il y a la séance du test ADN. C'est significatif quand même. Tout ça est presque immuable. Retrouvailles et dévoilement, fin heureuse et mariage final obligatoire. Il y a toujours un mariage à la fin. C'est obligatoire dans le cahier des charges des gens qui font les feuilletons. Mariage, il faut que ça soit une fin heureuse. Donc c'est avec le mélodrame que j'avais envie de m'amuser, cette fois encore, avec Ligne Paradis. Celui qui ressurgit, vous savez, le mélodrame, il est toujours vivant. Hein. Il ressurgit actuellement, enfin depuis quelques années, à Fadi, dans une forme infra-kitsch, sans doute, dans les romances commerciales à la mode aujourd'hui. Alors, à propos de la forme infra-kitsch, je vous renvoie au livre d'Hélène Ling et d'Inès Sol-Solas qui s'appelle « Le fétiche et la plume », qui parle très bien de l'écriture contemporaine et du commerce. Bon, alors, parlons de Ligne Paradis. Parce que là, j'ai dit que j'allais droit au but, mais je me sens que... savez-vous ce qu'on dit de quelqu'un qui parle bizarrement à La Réunion, en créole à La Réunion, vous savez comment on dit ça? Quand quelqu'un parle bizarrement, on dit quoi? Ah, vous savez pas? Hein? Ben, bizarrement, la langue il maille, tout ça là. Qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit... Inquiète plus, sont quasiment les baroques. Oui, on dit ça. On dit, Marmalan est quasiment baroque. Eh oui. À Maurice, le terme est plus près de l'étymologie. Baroque, ça veut dire quelqu'un qui est un peu fruste. Mais à La Réunion, quasiment baroque, ça veut dire en casse-cassé, on ne comprend pas trop et tout. Donc, y a ça. Et ce mot baroque qui surgit dans notre créole m'a toujours étonné.
je repensais à ces textes critiques que j'avais lus à propos des écrivains sud-américains, textes qui évoquaient le caractère baroque qui imprègne toute la littérature de Cuba à l'Argentine, du Brésil au Mexique. Je pense à Garcia Marquez, Octavio Paz et surtout le grand écrivain cubain José Lezama Lima. José Lezama Lima, c'est un peu ma vedette depuis quelque temps parce qu'il a écrit un roman qui s'appelle, devinez comment, il s'appelle Paradiso. Bon. Mais on le trouve, le baroque, on le trouve aussi dans l'architecture et en général dans l'art sud-américain. En plus d'être foncièrement mélodramatique, nos vies créoles seraient-elles résolument baroques? Voilà la question. Nos origines incertaines, nos cultures maillées, nos habitudes venant de toutes parts, nos couleurs bariolées, notre histoire chaotique, tout concourt à créer chez nous ce caractère baroque, c'est-à-dire plein de mouvements, de disparités, de contradictions biscornues et fantaisistes. Cela forme-t-il également notre goût pour la surcharge et l'hétéroclite, pour l'accumulation hétérogène, le composite, le divers? Question. Sans doute. Religion, croyance, manière, pour nous, rien ne s'exclut. Tout cohabite. La créolisation, c'est un métissage d'art ou de langage qui produit de l'inattendu. C'est une façon de se transformer de façon continue sans se perdre. C'est un espace où la dispersion permet de se rassembler, où les chocs de culture, la disharmonie, le désordre, l'interférence deviennent créateurs. C'est la création d'une culture ouverte et inextricable qui bouscule l'uniformisation par les grandes centrales médiatiques et artistiques. Elle se fait dans tous les domaines, la musique, les arts plastiques, la littérature, le cinéma, la cuisine, et à une allure vertigineuse. Alors ça, je cite, ce sont les mots d'Édouard Glissant. Édouard Glissant, dans une interview en 2005, avant qu'il meure, au Monde, il disait ces choses-là, il parlait beaucoup de la créolisation, comme on sait. Édouard Glissant est un des maîtres de ces réflexions. Un autre personnage a écrit aussi sur le baroque, c'est Philippe Beaussant. Philippe Beaussant, c'est un grand musicologue. Voici ce qu'il dit en parlant de la composition musicale. L'époque baroque a tenté de dire un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles. Alors vous imaginez bien que quand j'ai entendu cette phrase, j'ai pensé à chez nous, où tous les contraires essayent d'être harmonieusement possibles. Bon, et bien sûr, à entendre ce mot baroque, nous ne pouvons pas ne pas penser à quoi vous, ici, à l'école d'art, vous pensez baroque, vous pensez à quoi? Bah, dis. Ouais, t'en connais trop. Non, à la peinture, dans l'histoire de l'art. On pense toujours à la peinture. Moi, j'y ai beaucoup pensé à la peinture, quant à moi, mais vous devriez savoir ça en histoire de l'art. Vous avez appris les mouvements, les moments, les ceci, cela. Et le mouvement baroque, c'est un moment important dans l'histoire de l'art. Lynn Paradis évoque justement la peinture. Et vous avez reconnu celle qui orne la couverture du roman. Vous l'avez reconnue, celle-là? Ceux qui savent... Non, vous n'avez pas reconnu? Alors, j'ai fait une publicité sur Internet pour mon bouquin où j'ai parlé d'un petit créole très célèbre et j'ai aucune réaction. Personne ne m'a dit « mais non, c'est un tel ». Et tout le monde m'a dit « mais c'est qui l'auteur? C'est qui ce petit créole? C'est qui le peintre qui a peint ce petit créole? Il habite où? Il est à Saint-Pierre, à Saint-Joseph ?» Bon. Et puis en fait, c'est Caravage, c'est le Caravage. C'est une de ces peintures de jeunesse qui s'appelle le petit Bacchus malade. Ils l'ont appelé comme ça pour des tas de raisons. Moi, je pense que c'est le petit créole, quoi. C'est un petit créole. Et un historien de l'art, avec qui je parlais, m'a dit mais tu sais que le Caravage, il était métis?
Ah ben non, je ne savais pas, Caravage, je ne savais pas qu'il était métis. Grande famille italienne du côté de Naples, et je ne sais pas quoi. Sauf que dans ces familles-là, à l'époque, ça brassait beaucoup dans la Méditerranée. En fait, et il était métis avec l'autre côté de la Méditerranée, quelqu'un dans la famille, enfin... J'ai pas été fouillé plus loin. Mais pour moi, c'est le petit créole, voilà, l'archétype du petit créole, donc ça me va très bien. Le Caravage, donc c'est le Caravage. Le Caravage, vous voyez le Caravage? Non, vous voyez, si certains voient le Caravage, vous irez voir, c'est de la très très belle peinture, un personnage extraordinaire qui a une vie entre les délits, la prison, les machins. Bon, il était soutenu par l'Église parce qu'il faisait des tableaux religieux très beaux, donc il y avait une partie de l'Église qui le soutenait. Mais bon, il est mort, ça a très mal fini, quoi. Hein, bon. Alors pourquoi la peinture? Pourquoi la peinture dans mon roman qui est un roman qui se passe à La Réunion, une fiction, voilà, qui se passe à La Réunion? Alors, parce qu'il me semble avoir décelé dans notre peinture contemporaine réunionnaise quelques traces de ce baroque. Et je crois que ces traces résonnent avec notre créolité foncièrement instable et contradictoire. Il y a une influence des peintures religieuses dans mes toiles. Celles-ci sont souvent présentes dans les cases créoles. Elles font partie d'une certaine mémoire collective, comme les photos de famille endimanchées, accrochées au mur, à côté d'une icône. Ce sont les paroles de Stéphane Quinclé. Vous connaissez Stéphane Quinclé, artiste réunionnais. Il a fait un grand travail public à Saint-Pierre, un chemin de croix à Terre Sainte. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Bon. Mais j'en retrouve aussi les traces dans les peintures de Stéphanie Waro, ces clochards sanctifiés, dans les images du chemin de croix de Terre Sainte de Stéphane Quinclé, bien sûr, et jusque dans les toiles quasiment abstraites de Christophe Denmont, dans lesquelles apparaissent derrière les masses blanches qui envahissent les toiles une accumulation d'images et de signes venus de toutes parts de nos enfances créoles. Curieusement, il nomme cette série « Purgatoire ». Enfin, les toiles d'Abel Técher me sont dès le début, quand il était encore étudiant ici, à l'école, sont apparues comme baroques, résonnant pour moi avec celles du grand Caravage. L'un des indices le plus voyant, d'une manière ou d'une autre, le plus partagé, est clairement celui de la référence religieuse à la religion d'enfance et à nos croyances mélangées. C'est l'hypothèse que je fais qui réunit un certain nombre d'artistes. Il faut que je fasse passer peut-être un peu les... Ah oui, là j'avais mis les romans précédents. Oui, voilà, Todo Mundo dont j'ai commencé à parler. Quand j'étais au Brésil, j'allais souvent à Sant Antonio. C'est un quartier qui est perché au-dessus de la baie de Tous les Saints. Et je traversais souvent le Pelourinho. Pelourinho, c'est le quartier central historique de Salvador. Alors Pelourinho, alors c'est joli, ça résonne comme ça, sauf que Pelourinho, vous savez ce que ça veut dire? Non, vous ne savez pas ce que ça veut dire le pilori. Donc c'était la place où on mettait les esclaves au pilori. Oui, le Salvador, c'était la première capitale du Brésil. Et donc c'est là où tous les esclaves importés d'Afrique ont commencé leur vie brésilienne. Donc Salvador est très, à la fois africaine et très créole. Moi, je me suis senti comme à La Réunion, sauf que bon, c'est une ville qui fait 4 millions d'habitants, donc c'est un peu différent. Mais lorsqu'on se pose un instant au Pelourinho, sur la place où Largo Terreiro de Jésus, déjà, vous voyez, il y a déjà Jésus sur le nom de la place. On voit une dizaine d'églises alentour, c'est vrai, hein. On s'assoit au bout, là, près de l'école de médecine, et on voit au moins 10 églises.
La dernière, celle qui est dans la petite rue qui ferme la place, s'appelle Igreja Ordem Terceira San Domingos Guzmão. C'est, je crois, l'église la plus baroque de Salvador. J'ai jamais vu ça. Architecture baroque à l'extérieur, profusion et surcharge de décors, de décorations couvertes d'or. Quand j'y suis allé, on n'avait pas le droit de prendre de photos et la lumière était baissée parce que ça abîme l'or qui recouvre tout. Mais c'est extraordinaire, quoi. C'est de l'hyper baroque, quoi. Les habitants de Salvador pratiquent couramment 2 religions à la fois. Ils suivent les rites catholiques et ceux du candomblé, dont les bons dieux sont vendus dans la même boutique, celle qui jouxte l'église. Vous voyez, comme ici, dans le Brésil, en tout cas à Salvador, les pratiques contradictoires ou simultanées de diverses croyances sont des choses très, très courantes. Ah oui, oups, j'ai bifurqué encore. Bon, je reviens. Ligne Paradis. Alors, Ligne Paradis évoque bien sûr un lieu du côté de Saint-Pierre. Hein. Tout le monde connaît le quartier Ligne Paradis à Saint-Pierre. Oui, ouais. Vous n'êtes jamais allé à Ligne Paradis? Il y a une grande artiste de La Réunion aussi qui habite Ligne Paradis. Hein? Alice habite Ligne Paradis, non? Il y a son Alice Aucuy, qui est céramiste, elle habite Ligne Paradis. Un quartier. Mais le choix du titre n'est pas anodin. La présence du mot paradis est importante parce que ce mot renvoie, une fois encore, aux croyances et à la religion qui restent fermement présents dans nos sociétés créoles et qui tissent nos imaginaires bigarrés. Alors, petit détail, Ligne Paradis n'a rien à voir avec la religion, hein, à l'origine. Ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Vous savez, à la Réunion, quand on a défini le territoire, il y a des géographes ou des administrateurs qui ont donné des noms à divers endroits. Il y a Chemin Sumer, la ligne des bambous, la ligne, je sais pas quoi. Et il y a la ligne Paradis. Alors pourquoi ça s'appelle ligne Paradis? Parce que c'était Monsieur Paradis qui a décidé de... il y a d'autres comme chemin, Fégoa, enfin bon, voilà. Et donc ça n'a rien à voir, mais bon, dans nos têtes, ça sonne comme paradis, quoi, c'est-à-dire la référence religieuse. Donc le titre n'est pas tout à fait par hasard, quoi. Bien sûr, tout ça, je le découvre après coup. Au début de l'écriture du roman, je n'ai pas de programme prédéfini. Je n'ai pas de plan. Les enjeux s'imposent au fur et à mesure de l'écriture et de la composition du roman. Ça, je tiens à le dire parce que souvent, oui, mais comment tu fais ton idée, tout ça, voilà. Bon, non. Oui. Donc, j'ai pas de plan, pas de synopsis d'avance. Je vais écrire ça. Je ne sais pas. Donc parlons un peu de forme, de composition, parce que moi je suis venu présenter un roman, donc une forme artistique qui pourrait résonner avec les formes que vous créez dans votre apprentissage aux Beaux-Arts. De quoi est fait un roman? Comment il se constitue? Alors moi je préfère cette question, de quoi est fait un roman? Comment il se constitue? Je préfère cette question à celle que posent trop souvent les journalistes distraits. Vous écrivez sur quoi? Voilà la première question, j'ai envie de les gifler à chaque fois. Ou faire la mauvaise blague, ben, j'écris sur du papier, monsieur. Mais je ne fais pas cette blague, évidemment. Je n'écris sur rien, je ne suis pas un journaliste. Je suis dans mon atelier, je vois pendus au mur des bouts et des morceaux que j'ai fabriqués, certains anciens, d'autres qui viennent d'être rédigés. Je fais surgir un personnage sans savoir encore qui il est, et peu à peu, une dramaturgie s'installe. Telle esquisse oubliée vient brusquement prendre sa place dans la trame du roman incertain qui s'écrit. Pour moi, c'est très important. C'est pas... alors, je dis bien pour moi, parce qu'il y a toutes sortes de romans. Par exemple, il y a ce qu'on a appelé, inventé par les Américains, il y a des romans qui sont
qualifier de new journalisme, c'est-à-dire qui vont raconter des choses comme un journaliste. Il y a des romans qui reprennent des histoires réelles, qui essayent en ce moment, je lis Jainada qui essaye d'élucider la question de la vie de Henri Girard, l'auteur de Le salaire de la peur, qui a eu une vie très bizarre et tout. Donc il fait une sorte de roman, mais qui est fondé sur une enquête, sur du réel. Moi, je ne suis pas dans ces questions-là. Je suis totalement comme un plasticien dans son atelier. Il ne dit pas « je vais faire une toile sur ça » ou « je vais faire une... » Si, quelquefois on a des commandes, ou alors il y a des choses qui sont dans l'air du temps, on va traiter de tel... voilà. Mais en réalité, c'est la forme qui compte. Hein. Moi, tout mon enseignement à l'école d'art, j'ai bassiné les étudiants avec ça. La petite histoire, je m'en fous, c'est la forme qui compte. Hein, parce que c'est la forme qui raconte le fond, la vraie histoire. Donc voilà. Alors, comme je disais, bien entendu, tout ça, ça se passe différemment chez les uns, chez les autres. Hein. Chaque écrivain a son approche de l'écriture. Pour moi, souvent, ce sont les lieux qui me guident. Les lieux. Peut-être parce que je viens du théâtre. Donc les lieux... Pour moi, c'est important. Ce sont eux qui organisent la dramaturgie du récit. Alors, il y a les rues de Saint-Denis dans les notes des derniers jours, les chemins, les maisons, la forêt, comme dans Vertige. Ce sont eux qui structurent la construction du roman. Il y a quelque temps, j'ai été sollicité. Ça m'a beaucoup surpris, par des inconnus pour écrire leur histoire. C'était très déroutant. L'une de ces personnes, c'était un jeune homme d'origine malgache qui me demandait si je pouvais raconter sa vie malheureuse de djihadiste. Il était à La Réunion et cette vie l'avait conduit en Irak et à laquelle il avait heureusement échappé. Je voudrais que ça serve d'exemple, m'a-t-il dit. D'autres me demandaient seulement d'écrire l'histoire de leur vie depuis l'enfance. N'ayant pas le loisir, ni sans doute le talent suffisant pour répondre à ces demandes, j'ai dû décliner les invitations. Mais ces demandes me trottaient dans la tête et naturellement, l'une d'elles s'est invitée dans le roman. Vous voyez comment ça fonctionne, c'est-à-dire on a des expériences diverses et à un moment donné, une de ces expériences, là entre autres la rencontre avec des gens qui voudraient qu'on raconte leur histoire, qui restent là comme ça dans l'atelier, à un moment donné, elle s'invite dans le roman. Et là, c'était le cas. Quand vous lirez, je ne vais pas vous raconter le roman évidemment, mais quand vous lirez, vous verrez que il y a quelqu'un qui raconte sa vie. Voilà, c'est comme ça. À force d'assemblage, de télescopage bizarre, une forme apparaît. Le roman commence à se construire, je découvre peu à peu la structure. Apparaît l'identité réelle des personnages, les épisodes possibles. Dans Vertige, mon précédent roman, celui-ci, je vais le mettre en l'air. Voilà. Dans Vertige, mon précédent roman, j'ai découvert que Clarisse, un des personnages du roman, je n'ai découvert son identité que très tard au cours de la rédaction du texte. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas encore Clarisse, elle n'avait pas de nom. Alors voilà, quand ces choses arrivent, il faut les accepter. Accepter de tout revoir pour retrouver la cohérence du récit. Ça arrive souvent. C'est passionnant. C'est une des choses qui me fait rester dans l'écriture, c'est ces découvertes sans cesse. Juste avant, il y avait ce petit vertige à la main que j'ai fait à la main à l'école,
à moitié à l'école et à la médiathèque qui m'a prêté son cousoir. Je l'ai présenté il y a quelques années. J'en ai fait 30 exemplaires offerts à mes lecteurs historiques. Mais après, on a fait une édition commerciale, évidemment, qui est celle-ci. Un jour, une forme s'impose. Cette fois, pour Ligne Paradis, c'est celle d'une sorte de road trip qui structure le récit. Deux amis retrouvés roulent sans but à travers l'île montagneuse. Au fil des heures, une femme parle de sa vie en remontant le temps avec cette expression qui marque la première partie du roman. Avant ça, vous savez à la Réunion en créole, comme on dit, avant ça, m'habite Saint-Pierre. Avant ça, m'te travaille l'école. Voilà, on dit avant ça. Et qui a évidemment son pendant de l'autre côté, après ça, nous a séparés. Après ça, m'a parti. Voilà. Alors vous comprendrez que dans la structure qui se construit là, avec le avant ça et le après ça, il est question du temps. Des temps inextricablement maillés qui se confondent, se superposent, le présent agité, le passé tragique et le futur incertain. Ce que raconte la jeune femme est d'abord confus. Elle nous égare, elle bifurque, comme la voiture qui roule au hasard des routes sinueuses de l'île. Elle temporise, comme pour retarder ce qu'elle doit dire mais qu'elle ne parvient pas à dire. Elle évoque le temps présent, mais contaminé par un passé proche, ou laisse voir un peu un temps passé plus lointain qui hante sa vie actuelle. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vous laisse découvrir. Je ne dévoile rien de plus. Revenons à la peinture. Alors, une jeune femme commerciale rencontre un jeune peintre contemporain. Ça clash. Non. Elle ne connaît rien à l'art. Lui est immergé dans la peinture. Ça clash, non? Elle est énervée, bavarde et court sans cesse. Lui est silencieux, calme et extrêmement attentif au monde. Ça clash. Non va. Les images que produit le peintre sont tellement fortes qu'elle en est saisie, chavirée. Alors y aura-t-il la place pour le grand dévirement qu'elle espère? Bon, j'arrête, j'en dis pas plus. Alors, bon, donc vous verrez qu'il est question de peinture, mais aussi bien d'autres choses que je vous laisse découvrir. Hein, parce que cette femme, elle raconte sa vie réunionnaise de démarcheuse, de commerciale, et bon, donc ça parle un peu de la société réunionnaise. Mais revenons un peu aux images que je n'ai pas fait défiler. Je les fais défiler. Ah. Ça, vous voyez pas ce que c'est, ça? On ne voit pas très bien parce que Alors ça, c'est une œuvre, c'est une photographie de Edgar Oliva qui était venu ici faire un workshop et qui a fait une grande exposition avec nos étudiants. Et donc tous nos étudiants qui faisaient le workshop ont exposé au port. Et lui, il a fait une grande exposition qui s'appelle A Grande Arca. Et cette exposition était composée d'une série de photos qu'il a faites dans la Chiapa Diamantina. La Chiapa Diamantina, disons, pour avoir une référence, un repère par rapport à la Réunion, il y a Salvador dans l'état de Bahia. L'état de Bahia, c'est le plus grand état du Brésil. Il est plus grand que la France. L'état de Bahia, c'est plus grand que la France. C'est un état fédéral, le Brésil. Il y a plusieurs états. Et donc, l'état de Bahia, la capitale, c'est Salvador. Mais si on va un peu loin, à l'intérieur des terres, ce qu'ils appellent ou intérieur, que moi je traduis
directement en créole dans les Hauts, parce que c'est vraiment ça. Quand on va dans la Chiapa Diamantina, il y a des villages de petits blancs, toujours un peu métissés, comme ici aussi, mais c'est des villages de petits blancs, et il y en a plein comme ça, des villages isolés qui sont à 400 km de Salvador, à 500 km, bon voilà, c'est très loin. Et dans ces villages, ils ont une tradition de faire des crèches de Noël. Alors il y a des mémés ou des familles qui font des crèches. Là, c'est une de ces crèches. J'ai cette image parce que parmi les photographies de Edgar Oliva, celle-ci, il me l'a offerte. Les autres sont stockées, je ne sais où. Il faudra que l'école les retrouve. Je ne sais pas où c'est parti parce que ça serait très intéressant de les montrer. Et donc là, c'est une dame qui a fait une crèche dans sa petite case. Vous voyez, c'est peint en bleu. Elle a fait sur un vieux guéridon qui a la couvert de papier journal. Et on ne voit pas très bien, mais les personnages qui surgissent dans ces crèches sont absolument extraordinaires. Il y a bien sûr Jésus, le bœuf, l'âne, Marie, Joseph. Mais il y a aussi des personnages qui sont... deux personnages dont je n'arrive pas à retrouver le nom. Je crois que quelqu'un me l'avait dit. Qui sont noirs, déjà. Des fois, il y a des crèches aussi où le petit Jésus est noir. Mais à côté de ces personnages, il y a par exemple une Barbie ou un Goldorak. Enfin, tous les jouets des enfants qui sont assez petits ou des boules, des ampoules. Là, par terre, il y a des ampoules électriques usagées qui font des boules de verre, quoi. Donc, ils utilisent tous les matériaux comme ça. Donc, c'est de briques et de broc. Alors, celle-ci, je l'aimais beaucoup avec son fond bleu, mais il y en a des énormes qui sortent de la maison, qui vont jusqu'à sur le trottoir. Il y a des gens qui font les personnages, il y a des bougies et tout. Enfin bon, c'est extraordinaire. Donc, pourquoi je raconte ça, moi? Ah oui, oui. Oui, merci Antoine. Donc ça, c'est le Brésil. Ça, c'est la Réunion. Vous connaissez ça? Vous avez tous été chez Mémé. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le petit salon des cases créoles où on ne va jamais. Parce qu'il y a le capillaire, il y a les fleurs, il y a les photos de famille, il y a la Sainte Vierge, des fois il y a Bob Marley, enfin bon, il y a tout le monde, hein, toutes les divinités. Donc cette photo, j'étais chez un monsieur qui est mort malheureusement maintenant, un vieux monsieur qui jouait de l'accordéon, et dans son petit salon, voilà, c'était ça. Alors quand j'ai vu ce petit salon, j'ai pensé à un peintre de la Réunion, évidemment. J'ai tout de suite pensé à Jimmy Cadet. D'ailleurs, je lui ai offert la photo. J'ai envoyé la photo en lui disant « T'es fait un tableau exact ?» Oui. Donc, ça, c'est dans la réalité, un petit salon créole. Ça, c'est dans la réalité aussi. Vous voyez qui c'est, ça? C'est un Saint-Expédite, mais il est un peu particulier. Hein? Il a quoi? Alors, pour être plus explicite, il y en a un autre. Alors celui-ci, quand Edgar Oliva était ici, je suis allé à Comune Prima lui montrer. C'est une cour créole avec de famille Malbar, avec tout le matériel et tout. Sauf que ce n'était pas cette statue. Je ne sais pas ce qu'est devenu la statue. Elle était très, très belle. Celle-là, elle est un peu grossière. Elle était très, très belle. C'est Saint-Expédite en rouge, le soldat romain. Sauf que le visage était bleu. Visage bleu. Et les yeux en amande. Il était vraiment magnifique. J'y suis retourné, il a disparu. Donc j'ai pris la photo telle que c'est maintenant, qui est fait par quelqu'un qui n'a pas fait les beaux-arts et qui est un petit peu grossière. Mais tu l'avais vu, toi Alors, c'est bien celle-là hein, qui est là. Hein. Donc c'est une famille Malbar, vous voyez, il y a toutes les divinités Malbar, il y a le
le hangar avec le char et tout. Mais je suis très déçu. J'ai écrit à Edgar qui m'envoie la photo. Il avait pris toutes ces photos, mais j'ai pas pu avoir la photo jusqu'à maintenant de ce Saint-Expédite bleu, mais qui était d'une beauté remarquable. Oui, alors je continue un petit peu les images. Donc ça, c'est toujours dans la réalité. Et puis ça, c'est pas dans la réalité. Ça, c'est une peinture. Donc une peinture, ce que j'appelle les clochards sanctifiés de Stéphanie. Elle en a fait plusieurs. Hein. Vous les connaissez. Hein, vous connaissez pas la peinture de Stéphanie Waro? Stéphanie Waro, vous la connaissez pas? Vous la connaissez pas? Ah, il faudra que je vous la présente. Elle fait de très belles peintures. Là, on arrive avec Jimmy Cadet. Vous voyez, il y a quoi? Il y a un petit hôtel avec les bougies et puis des tas de décorations. On est dans le petit salon créole aussi, mais avec un tas de mélanges très que j'appelle moi baroque. Encore un petit hôtel de Jimmy Cadet avec toujours comment c'est la fleur là, la fleur rouge là, anthurium. Il y a toujours les anthuriums dans un coin. Encore un petit hôtel. Je dis bien hôtel, hein, parce que dans les petits salons créoles traditionnels, ça ressemble à des hôtels, quoi, très souvent. Là, c'est le Christ descendu de la croix, du chemin de croix de Stéphane Quinclé à Terre Sainte. Et là, je faisais référence à Christophe Denmont, cette grande toile où, enfin il y en a d'autres, qui est tout envahie par le blanc, mais d'où surgissent ces petites choses de tous les côtés. C'est la série Purgatoire. C'est Christophe Denmont. Vous connaissez Christophe Denmont? Vous ne connaissez pas Christophe Denmont? Bon, je vous le présenterai. Ici, j'ai voulu mettre ça parce que je considère que c'est assez baroque. C'est la pratique de Quinclé et de Cacault. Ils ont tout un tas de mises en scène comme ça ensemble. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Et puis ici, trois Christ. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, trois Christ. En fait, c'est une peinture de Stéphanie Waro encore. Mais le personnage qu'elle a peint, c'est un ancien étudiant de chez nous, qui est artiste aussi. Mais quand j'ai vu, je ne l'avais pas vu en vrai ce tableau, je l'ai vu après. J'ai dit, ah ouais, on dirait trois Christ. Après, elle nous dira si c'est vrai ou non. Et là, j'ai mis aussi, tous ces artistes, enfin, la plupart étaient étudiants comme vous ici à l'école. Hein. Je ne les ai pas tous connus comme étudiants, mais certains. Ceux-là, par exemple, là, vous voyez qui c'est, ça? Non? Vous voyez pas le travail de qui c'est? Ah? Non. Bon. Kid Créole et Boogie, grand street artiste qui travaille dans le monde entier maintenant, et qui, dans une série, ont travaillé sur les fantômes, les avants, et puis les croyances populaires. Ils ont fait tout un travail sur Saint-Expédite, évidemment, un gros livre qui s'appelle 5XP10. Et donc j'ai voulu les mettre là aussi parce que ils travaillent beaucoup sur les croyances populaires chrétiennes, créoles, pardon, croyances populaires créoles. Ils sont en workshop à l'école dans 2 semaines, les gars, vous les connaissez pas? Allez voir sur Internet.
Bon, après, j'ai encore quelque chose, là. Ah oui. Ah bah oui, là, on arrive... c'est qui, ça? Vous voyez qui c'est, là? Les gars. C'est noté? Bah oui, pour les petits, c'est noté, ouais. C'est qui? Abel Técher. Voilà, Abel Técher. Ça aussi, c'est Abel Técher. Et ça aussi, c'est Abel Técher. Vous voyez pourquoi j'ai tout de suite eu la sensation qu'il était baroque. Voilà. Bon, après, on peut être pas d'accord. Moi, je ne suis pas du tout historien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe de l'art. Je suis juste romancier, donc mes intuitions, ce que je développe, ce que j'essaie de comprendre, on dirait que j'ai sauté une page. Oui, ce que j'essaie de comprendre, Ah oui, mais oui. Ben oui, j'ai oublié le principal. J'essaie de comprendre la société, enfin de ce qui m'entoure, à travers le roman, à travers le comportement des personnages. Le comportement des personnages principaux, ici, c'est deux êtres que tout sépare, hein, la commerciale et le peintre. Le comportement des deux personnages principaux qui sont contradictoires et cependant vont trouver des connivences profondément créoles. Elle est démarcheuse. Ah oui, c'est ça, j'ai sauté, je suis allé directement à vous parler de son métier, mais elle est, je reviens donc aux deux personnages, elle est démarcheuse, représentante de commerciale si vous préférez, du genre agité, pour qui les images sont seulement sur Internet, pour qui la peinture est un monde inconnu. Lui, il est peintre. Artiste contemporain. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, voilà, chacun a son truc, et son caractère et ça risque de clasher. Mais bon. Alors voilà, oui, c'est ça que j'ai oublié, les enjeux de l'écriture. Il y avait deux enjeux principaux à cette aventure de Ligne Paradis. Le premier était esthétique. Comment jouer avec les codes de la romance sentimentale à la mode, le roman feel good, hein, dont parle le livre Le fétiche et la plume. Ces romances prétendent apporter le bonheur à ses lectrices, ses lecteurs. Elles utilisent abondamment les ressorts du mélodrame, mais n'ont aucune exigence que celle d'être un objet commercial. Cela produit une forme de littérature dégradée, une sorte de sous-mélo kitsch, pour reprendre les termes des deux chercheuses. Comment jouer avec ces codes tout en gardant une certaine exigence littéraire? C'est ça le premier enjeu, donc un enjeu esthétique. L'enjeu est casse-gueule et je ne suis pas sûr d'avoir su rester sur la ligne de crête. Comment construire une forme qui pastiche parfois la romance, soit, mais qui tente de composer une musique différente, plus complexe, loin de la linéarité des récits commerciaux, loin des platitudes que nous servent les romances à la mode, au scénario attendu. Je ne sais pas si ce que vous lisez, vous, est-ce que vous lisez des romances à la mode? Il y en a plein les librairies, avec des images très attirantes, des titres très attirants. Le deuxième enjeu était celui tout aussi risqué de parler de notre société créole et des forces baroques qui la traversent, tout en évoquant la peinture de mes amis, dans laquelle je sens poindre les traces éparses du baroque historique. Il me semble que la peinture de Jimmy Cadet, ses hôtels en particulier, qui, soit dit en passant, renvoie irrésistiblement aux intérieurs créoles, flirtent discrètement avec un certain maniérisme virtuose du début du baroque. Oui, Après, je reviens, j'ai parlé des traces que je retrouvais dans la peinture de Stéphanie Ouaro, de Stéphane Quinclet, de Christophe, d'Abel, etc. Donc, j'ai pas de plan, j'ai pas de... Oui ? Oui, normalement, c'est fini. Je conclus. J'ai pas de plan, mais il y a des enjeux qui apparaissent très fortement. Donc là, c'était cette histoire de la forme littéraire et l'histoire de la société réunionnaise.
Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Là, je bifurque encore dans Trouble, le livre qu'il écrit avec Joël Gaillot. Joël Pomera parle de création. Un des artistes les plus importants de la création théâtrale contemporaine évoque sans cesse les contradictions qui le traversent, qui cohabitent avec lui, qu'il tente de faire exister sur un plateau de théâtre. Nous sommes plusieurs, dit-il. Bon, ça résonne pour moi ici à La Réunion, nous sommes plusieurs. Ainsi, les préoccupations, les interrogations qui agitent la création contemporaine semblent croiser étrangement, ce qui, nous, ici, constitue notre identité profonde. On peut remarquer que le théâtre contemporain travaille les formes complexes qu'on pourrait qualifier de baroques et viennent confirmer les propos de Glissant. Voilà. Juste pour revenir un peu à Glissant que j'ai mis au début du livre, je mets une de ses citations. Voilà. Hein? Ah oui, Glissant. Dans le même entretien, il évoque la littérature orale. Même entretien de la citation de tout à l'heure. Glissant parle de la littérature orale créole. Ses bifurcations incessantes, ses mille détours, et il n'hésite pas à la qualifier de baroque. C'est le terme qu'il emploie quand il est interviewé par le journaliste du Monde. Voilà. Si on se réfère au modèle de la romance à la mode, bien entendu, Lynn Paradis ne nous joue pas tout à fait le jeu. Il prend son temps, bifurque souvent, n'obtient pas l'efficacité commerciale du genre. Donc, il est un peu perdu. Alors, si vous êtes amateur, amatrice de romance feel-good, il faudra, vous, lecteurs, faire un petit effort, penser le livre comme une proposition dans laquelle la forme a beaucoup d'importance, plutôt que la petite histoire. Encore une fois, les petites histoires, on en trouve plein, les faits divers. Donc, notre travail littéraire, c'est la forme. Et la forme, ça vous concerne, non? Là, je parle aux étudiants, la forme, ça vous concerne? Non? Si? Bon. C'est bien votre passion? Non? Ah, bon. Voilà. Voilà, j'ai fini. Ouais. Ah oui, il y avait encore un petit point, juste pour finir. Ouais, là, c'est la dernière. Donc, j'ai parlé dans la société créole des incertitudes de l'histoire, des incertitudes de couleur et aussi des incertitudes de genre. J'ai plein d'anecdotes qui se passent au Brésil, mais bon, il n'y a plus le temps. À ce propos, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un débat à propos de la traduction du mot queer en créole. Oui, il y a eu un débat. Moi, je l'ai traduit par queer, K-W-I-R. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai pris le mot qui est utilisé par les queers créoles dans leur communication. Ils écrivent comme ça, K-W-I-R. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé queer. Hein. C'est qui? Non, ce n'est pas moi. Ce sont les queers. Voilà. Moi, je ne m'étais pas posé la question. J'ai repris ce qui existait dans la vie courante, partout. On a des artistes qui travaillent le queer depuis longtemps ici, je pense à Brandon, etc., qui ont été mes étudiants. Et donc, j'ai juste repris le terme queer qu'ils utilisaient couramment, quoi. J'ai rien inventé. Voilà. Donc après, là, on va rentrer dans un petit débat parce que moi, j'ai fait ces hypothèses, encore une fois, sur la baroquité de notre société créole. Et quand je parle de baroque, évidemment, pour moi, c'est positif parce que la première fois que j'ai vu quelqu'un, j'ai dit ouais, ça parle de baroque. Ah, baroque. À cause de ça les méprisants du baroque, les baroques, les méprisants pour nous. Je dis ben non, justement. C'est plutôt, il faut en être fier. Parce que ce baroque, comme disait la citation de Glissant, elle ouvre sur beaucoup de choses. Donc elle enrichit beaucoup les choses. Donc voilà. Maintenant, donc, à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas, si ceci, si cela. Merci.
J'ai pas eu le temps aussi. Oui, Pierre-Louis, je te remercie, c'était passionnant. Quel comédien, alors. Tu n'as pas fait référence au livre Barocco de Severo Sarduy, c'est très bizarre. De quoi? Barocco. Ah, du livre? Oui. Oui, non, mais je parle de Barocco. Ah, d'accord. Bon, mais c'est bien, merci. Mais non, je ne parle pas du livre. Je parle de l'étymologie Barocco. Il y a eu un livre qui a été fait par... je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler. Donc je savais qu'il y avait ce livre, mais je n'ai pas. C'est bien ce que je t'ai coincé là. Désolé. Autre question? Merci Pierre-Louis. J'avais une petite question, je voulais savoir si dans la forme du roman, le dernier, L'In Paradis, si la forme est baroque. Ah ben ça c'est au lecteur de me le dire. Alors je permets de préciser ma question parce que comment on dit ça quand c'est un road movie mais que c'est un bouquin, c'est un road bouquin, je sais pas. Il y a la question du religieux qui revient avec le nom des personnages, le nom du bouquin, la peinture. Enfin tu vois, il y a des couches comme ça et c'est vrai que on avait eu cette discussion sur le baroque, mais je me demandais si tu t'étais employé à fabriquer le baroque par la forme. Alors là, je reviens à la citation par rapport à la littérature orale de Glissant qui dit que on change de registre, on bifurque, etc. Et c'est vrai que dans le livre, il y a des moments, l'écriture, d'ailleurs, il y a des moments où l'écriture est en italique, par exemple, c'est sur un autre registre. Il y a des registres différents. Il y a un chapitre, par exemple, c'est un pastiche complet de romans feel good. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, j'ai eu du mal à démarrer. Après, j'ai bien fait de tenir parce que ça m'a bien intéressé jusqu'à la fin, mais j'ai eu du mal à démarrer. Et puis surtout, l'écriture est inégale. » Alors j'ai compris, je lui ai dit, ben écoute, on le ressent comme ça, mais quand on ne sait pas, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que dans ce chapitre c'est un pastiche de littérature, de romance feel good, avec tous les poncifs et l'écriture plate. Oui, oui. Donc les registres sont différents. Après, c'est un peu casse-gueule de faire des registres différents parce que justement, ça perd un peu le lecteur. Il ne sait pas à quoi s'en tenir. Les gens veulent des trucs très linéaires, très simples, qui vont vite. Alors, heureusement, pour contrer ce monsieur qui m'a dit qu'il a eu du mal parce qu'au début, c'était très lent, il y a un autre lecteur qui m'a dit « Moi, j'ai beaucoup aimé cette lenteur du début. » Bon, ça contrebalance un peu. Mais je sais bien que beaucoup de lecteurs maintenant, ils veulent que ça dépote et puis on ne traîne pas, quoi. C'est comme ça, hein. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas trop aimé le début. J'ai aimé la suite. D'autres questions? Juste un petit truc parce que je connaissais pas du tout l'histoire du cosmo baroque là. D'où ça vient, qui ont été les premières personnes qui ont utilisé ça Ah, écoute, moi je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui est les premières personnes, mais j'ai toujours entendu ça dans mon enfance. D'accord. Okay. Et je l'ai re-entendu quand je suis rentré de France. Ma sœur était à Saint-Joseph et puis il y a un gars qui est passé, qui parle comme ça, et il dit « Fais pas attention, ça c'est complètement le baroque ». Mais c'était une expression que tout le monde connaissait. C'était qui était. Et moi, je l'ai toujours entendu. Ok. Cosmo quoi? Tort. Tort. Ah oui. Tort. Ou cause tort. Ah. Mais baroque, c'est très courant. C'était très courant. Hein. Merci Pierre-Louis. Pour baroque en créole, les cheveux dansons, hein, avec ce sens-là. Ben voilà, nous on a un spécialiste. Hein? Ah mais non, le bouquin de cheveux dansons de 72, et Lille, il fait une enquête qui lui remonte avec des textes, donc dans les textes très anciens, les chez Lhuéry. Dans les fables de Lhuéry, il parle des causes baroques.
Et les chez Gauvin, Axel Gauvin, le mot Lycos baroque, les employés, donc, les attestés, donc, simplement, par rapport à ça. Mais moi, je veux revenir sur le baroque, la littérature baroque, créole, littérature créole ou littérature baroque. Dans les années 90, par exemple, il était à la mode, pour qualifier, par exemple, la littérature caribéenne, Daniel-Henri Pajot emploie le terme de littérature néo-baroque. Justement, pour dire ça, quoi, néo-baroque, parce qu'elle était l'époque de littérature créole, machin, glissant et tout ça. Et donc, il te propose, il y a la notion de néo-baroque, qui était Pajot, par ailleurs, il est spécialiste de littérature, enfin, il est hispaniste au départ, et Poulit, et bien ça, néo-baroque par rapport justement aux littératures latino-américaines, et en particulier la littérature de Alero Carpenter, ou des choses comme ça. Et donc, pour parler de littérature caribéenne francophone des années, il te parle de néo-baroque, justement. Voilà. Simplement, écoutez. Oui. Voilà. Je peux poser une petite question aux étudiants. Est-ce que vous lisez des livres? Ou bien ça n'existe plus? Si. Oui, non, mais bien sûr, mais je pose la question. Et quelle littérature vous lisez? Il y a une réponse, c'est la sociologie. Oui, non, mais pour vos études, évidemment, vous lisez de l'histoire, la sociologie, des machins, de la philosophie, tout ça. Non, mais la littérature, de la fiction, qu'est-ce que vous lisez comme fiction? Non, de la fiction. Alors Jean-Marc Lacaze a mis le mot développement personnel dans le livre. Dans le livre, il y a une maison d'édition. Il est question d'une maison d'édition qui s'appelle DP Édition. Bien entendu. Oui. Oui. Vous avez fait comme ça là. Oui, les rayons de la romance dans les librairies, qui a pris une très très grande place maintenant, les romans feel good et tout ça, il y a évidemment, ça cohabite avec les romans de développement personnel. Ouais. Parce que maintenant on ne sait plus vivre, donc il faut il faut tout apprendre. Et puis dedans il y a toujours une histoire de famille, des malheurs, etc. Bon, c'est du mélodrame aussi, puis ça se termine bien parce qu'il y a une résilience toujours. Voilà. On est sauvé à la fin par ceci, par cela. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous lisez quoi Ouais, par exemple. Moi, personnellement, je lis beaucoup en temps normal, que ce soit pour les études ou dans la vie de tous les jours. Je lis beaucoup des romans de poèmes. Des quoi? Enfin, des livres de citations, tout ce qui est poétique. Ah, de la poésie. D'accord. Non, mais dans les livres de fiction, vous lisez quelques livres de fiction quand même. Oui, mais je suis plutôt littérature française, du coup, vous êtes avec la mauvaise personne. Mais qui? Je lis beaucoup du Molière. De la littérature classique. Non, oui, je parle classique. De la littérature contemporaine, quoi. Rui Picard, c'est la seule que je connais. Qui? Rui Picard. Rui Picard? Oui. Non, je pas Rui Picard. C'est justement c'est un livre qui est un peu basé, je dirais, sur un espèce de développement personnel, mais du coup en fait c'est comme une espèce de thérapie qu'elle fait à elle-même et en même temps aux autres personnes. D'accord. En lisant, voilà. D'accord. Personne ne lit, je sais pas moi, Salman Rushdie. Non, vous ne savez pas qui c'est Salman Rushdie. C'est un auteur contemporain, très connu. Pierre-Louis, si tu peux me permettre, j'ai une question. Oui. Il y a dans tes livres, en particulier le premier, une écriture, je trouve, très cinématographique. Oui. Voilà. Oui, alors Est-ce que tu n'as jamais été tenté Si.
d'adapter au cinéma Si, ou au alors, théâtre un de tes livres? Ah, Dernièrement, vas-y. À la sortie d'un film présenté à l'espace, le film de Emmanuel Parot, je suis allé boire un coup avec lui et puis je dis ouais, moi j'aimerais bien faire des scénarios mais je ne sais pas faire et tout, donc je parlais de Vertige. Donc oui, j'avais l'idée de... Il y avait déjà quelqu'un qui m'avait dit, ah oui mais tes romans c'est... Alors c'était une dame intellectuelle, il m'avait dit c'est topique. Ben, je pense qu'elle disait que ça se situe toujours dans des lieux, donc ça rejoint le côté cinéma. Il y a des plans, il y a des ceci, cela. Mais moi, je ne sais pas faire ça du tout. Il y a un jeune qui m'a demandé un jour, un ancien de l'école qui fait des films, qui m'a demandé c'est cher pour avoir les droits. J'ai dit, fais déjà le scénario, on verra si ça t'intéresse. Non, j'y ai pensé, mais moi, j'y connais rien au cinéma. Donc, et les jeunes, vous savez qu'à La Réunion, il y a une jeune équipe, enfin une bande de jeunes cinéastes tout à fait dynamiques et intéressants. Mais ils ont leurs propres histoires, ils ont leurs propres scénarios, voilà, ça... Mais bon, peut-être quelqu'un... Emmanuel Parot, je ne l'ai pas revu parce que... au premier semestre, il est venu faire un workshop, une conférence. Il était aussi en tournage, là, sur cette période. Voilà, il était en tournage et je n'ai pas eu l'information. Sinon, j'aurais été là, moi, évidemment. Mais oui. Surtout, j'y ai pensé par rapport à Vertige. Autour de la forêt, de la maison, des fantômes, enfin de tout cet univers-là, qui, dans le film d'Emmanuel Parot, ressort un peu dans ces images de la nature à La Réunion et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai parlé avec lui. Mais bon, voilà, après... peut-être Idriss voudra faire un film, il me demandera, pas pour l'instant. Et voilà, donc c'est dans ma tête, mais je ne sais pas faire, quoi. Mais quand tu crées ton roman, tu ne penses pas non plus en théâtre, alors c'est complètement séparé. Ah oui. Ouais. Oui, mais moi je suis passé au roman, enfin là... Je vais un peu raconter ma vie, mais je crois que je suis passé au roman parce que le théâtre, c'était trop difficile pour moi. Je pense que le théâtre demande une écriture synthétique extrêmement précise, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu du mal. J'avais besoin d'un temps long, donc je me retrouvais mieux dans l'écriture romanesque. Oui, mais... Émeute, ça a été écrit pour être joué ou Donc c'est une pièce, c'est écrit comme une pièce, oui, c'est ça, ouais. Donc c'était bien, non? Oui, mais après je me suis moins senti à l'aise dans l'écriture dramatique. Je ne me sentais pas bien dans ce format. Et quand même, ton expérience de dramaturge, si je peux dire, tu le revendiques. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, tous mes livres, j'aime bien les lieux. Ça se passe dans les rues, on pourrait suivre à la caméra, ou alors c'est un lieu unique qui est cette maison dans Vertige. Au théâtre, le lieu, enfin, pour moi, était important. Par exemple, toute l'histoire de Carrousel se passe sur un carrousel qui devient un petit univers. Voilà. Et dans Émeute, c'est l'appartement au-dessus de la station des protagonistes de la pièce, quoi.
Oui. Je vais faire une intervention avant que l'assistance Se disperse. se disperse. D'abord pour te remercier, Pierre-Louis. D'aucuns auront noté et compris que Pierre-Louis est intervenu longtemps à l'école. Et donc il y a un autre aspect des choses qui transpirent, je dirais, dans ton intervention de ce soir, c'est une approche pédagogique. Et j'ai tout à fait noté dans ton intervention aussi des analogies possibles, et j'espère qu'elles auront été entendues par nos étudiants, sur les process de création. Et ça, j'ai été tout à fait sensible à ça. Je ne sais pas si tous vous l'avez entendu, parce que ça parle aussi aux plasticiens, d'être dans une démarche ouverte, de convoquer les accidents, de convoquer les prises de notes, de les assembler, de les confronter et d'être sur un parcours où on ne sait pas forcément là où on va, mais qui va nous amener peut-être à une impasse, mais cette impasse, elle sera toujours utile pour construire un travail, une œuvre, et ça prend du temps. Moi, je l'ai entendu. Quoi. Vous avez de la chance parce que si un journaliste vous pose la question, il ne demandera pas Christophe, tu écris sur quoi? Tu peins sur quoi? Tu vas dire je peins sur ma toile, fais pas chier quoi. Pardon. Alors que nous, on nous demande, il faut toujours qu'on ait. On nous demande. Comme si on était des sociologues, des machins et tout. On ne demande pas ça à un plasticien, il fait son truc. Cirelli, quand tu fais tes trucs bizarres, on ne te demande pas c'est sur quoi. Tu fais quoi, ça parle. Ou ça parle pas si c'est raté, mais ça parle. Je me fais quand même l'avocat du diable. Ouais. Il y a eu une dérive dans nos écoles où on a demandé trop essentiellement à nos étudiants d'être sur du concept avant d'être sur la forme. Or, je pense que c'est très important de rapporter, et c'est bien qu'on en parle là ce soir, nos écoles se singularisent d'autres enseignements parce que la matière première, c'est la forme. Et il faut le garder en tête. On va vous former aussi à avoir un discours, parce que professionnellement, vous aurez besoin d'en parler, de dire de quoi vous parlez. Mais c'est dans la matière de votre recherche, c'est la forme. Ce sont les formes, qu'elles soient sonores, visuelles, audiovisuelles, matière, espace. Et c'est ce qui singularise nos écoles, et c'est vraiment quelque chose de très important, ce que dit Pierre-Louis, et il le rappelle là. On s'est égaré beaucoup dans certaines écoles, dans le tout concept, et il suffit d'avoir une idée, de l'exposer. Non, ça prend des formes dans la performance, ça prend des formes dans la lumière que vous mettez sur vos œuvres, et c'est ça ce qui va donner de l'émotion avant même le sens. Je pense qu'il faut vraiment garder ça dans l'ADN. Le sens, il est derrière la tête, évidemment. Vous avez du sens derrière la tête, évidemment. Tous les plasticiens y pensent. Mais ce qu'on voit, c'est la forme qui doit parler, qui doit donner. Alors dès qu'on met le mot émotion, moi je me crispe, parce que mais c'est important l'émotion. Sauf que il faut savoir, là je redeviens prof, arrêtez-moi tout de suite. L'émotion dans l'art, il sert à mettre en mouvement la pensée. C'est ça le plus important. Il ne sert pas à larmoyer pendant des heures, machin. Sinon, c'est de la merde. Mais cette émotion, elle est importante. Dès qu'elle provoque quelque chose, le rire, le tragique, etc. Mais à un moment donné, elle met en mouvement notre pensée. Et là, oui, l'artiste, il arrive à faire quelque chose. Sinon, il ne sert à rien. Hein. C'est pour faire joli, oui. Dernière petite question, non, pour peut-être rebondir un petit peu sur ce qui est en train de se dire, qui nous fait revenir à cette notion de baroque ou cette pratique du baroque, où c'est la forme qui domine sur le sens, mais la signification. Et je pensais à un bouquin que j'ai lu il y a très très longtemps c'est plus qu'une écrivaine théoricienne qui s'est intéressée à l'art, qui a écrit un livre sur le baroque, et le sous-titre c'était La folie du voir. La folie du voir.
Et alors ma question c'était, sa thèse dans cet ouvrage est de dire que l'art baroque ou l'esthétique baroque est née à un moment, en Occident en tout cas, lorsqu'il y a eu un moment de grand doute ou d'absence de sens, hein, c'est-à-dire que l'homme n'était plus du tout religieux. Et du coup, le baroque serait justifié, comme ça, en fait, le surgissement de l'art baroque justifierait en fait une production de surenchère de signes qui vient se substituer en fait au monde qui n'a plus de sens et l'humain ressent un grand vide. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que, puisque tu as parlé de créolisation au début, donc avec certainement une créolisation qui est un processus de création d'une population qui se fait en fait dans cette idée de venir produire beaucoup de signes parce qu'en fait quelque part dès le départ nous sommes des êtres insensés en tant que créoles créolisés. Voilà. Oui, alors c'est bien parce que là il y a des spécialistes. Moi, comme j'ai dit, moi je suis pas du tout spécialiste de tout ça, donc c'est des intuitions que j'ai. Alors il faut les réfléchir, les confronter avec les théories, les ceci, cela. Là, j'ai donné deux citations à propos du baroque, mais celle qui m'intéressait beaucoup, évidemment, c'est la citation à propos de la musique baroque, très étonnamment, qui ne correspond pas exactement au baroque des arts plastiques. Mais c'est celle qui a le plus parlé à mes interlocuteurs ici. Faire et cohabiter harmonieusement les contradictions, quoi. Voilà. Donc voilà. Je repasse un petit peu les images. Et là, on revient au bouquin. Voilà. Non, vous avez d'autres choses à dire? Antoine, oui. J'ai une question en foutant. Oui, allez, vas-y. Pour conclure, à part écrivain, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'était la question qu'on nous posait quand on a commencé le théâtre. Donc, on était les premiers comédiens avec Jean-Luc Trulès, les comédiens de l'Outre-mer, à être professionnels. Et donc, on était des comédiens, quoi, et c'était notre métier. Et les gens disent, ouais, mais et sinon, tu fais quoi? Je fais quoi? Ben, c'est quoi ton métier? Je suis comédien, je travaille au théâtre, je suis payé, j'ai un salaire. Les gens, comme ça, ils étaient... Et à chaque fois, ça revenait. Mais sinon, tu fais quoi? Mais bon, dans tous les métiers artistiques, c'est un peu comme ça. C'est vrai que des fois, les temps sont difficiles et j'ai plein d'amis qui sont peintres, plasticiens et tout ça, et qui font aussi prof aussi dans l'art, où des fois ils travaillent pour des projets qui sont un peu hors de leur... Voilà. Mais oui, sinon je fais quoi? Rien. Il y a fréquemment pour les plasticiens la réponse, moi aussi je fais du dessin. D'accord. Ouais. Ma tante aussi, elle peint. Ah oui. Oui, ça c'est la fanfare de Vollard dans la rue. Donc on est en train de jouer comme ça, et là, tu es en train de jouer le gars. Toi, tu es en train de jouer le gars. Allez, mais tu peux pas parce que tu joues. Et après, quand tu as fini, il dit, ah, il vient, mais j'ai une bonne affaire, j'ai un bon Marley. Un grand merci à toi. Pardon. Pierre-Louis. Un chat.